Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule, l'édition du mercredi 19 septembre 2018. Et comme vous le constatez, je suis en compagnie de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez apprendre à découvrir. Il s'agit de Félix Brassard. Bonsoir Félix. Bonsoir Richard. Et Félix est titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal. Il a cofondé le collectif Les Exilés qui commente l'actualité politique sur la chaîne YouTube L'Occidé Québec ainsi qu'au studio. En décembre dernier, il a également publié un premier roman aux éditions Bouquinbec. Ben, coudonc. T'as quel âge, Félix? J'ai 28 ans. Ben, mais c'est parfait, c'est un bon départ dans la vie. Oui, ben j'ai pas tout mis, j'ai fait une version allégée quand même, parce que ouais, bon, on n'est pas là pour parler de moi, on a déjà un programme assez chargé, je crois, donc OK. On va laisser toute la place à l'actualité. Bon, parfait. Alors, on commence comme d'habitude par l'actualité nationale. Et on vous signale qu'entre l'actualité nationale et l'actualité internationale, on fera une courte pause de quelques minutes. Difficile de passer à côté, la campagne électorale. On est rendu là, à 10 jours, 12 jours de la fin? Oui, un peu moins que 2 semaines. C'est ça. 1er octobre, les dés sont lancés. C'est ça. Alors, et la question est de savoir si les dés vont rouler ou ils vont être pipés, on ne sait pas trop encore. Ah ben ça Mais jusqu'ici, la campagne électorale a été plutôt lente à lever de terre. Bien sûr, les débats ont contribué à lancer la campagne électorale pour vrai. Avant ça, il y a eu quelques escarmouches liées aux performances et aux contre-performances de certains candidats vedettes. Hein, on se souviendra des problèmes de la fameuse candidate du Parti libéral qui devait d'abord se présenter sous la bannière de la CAQ. Candidate vedette, en plus. Ah oui, puis elle était directrice du Centre hospitalier universitaire de Québec. Donc, quelqu'un d'assez crédible dans les milieux de la santé. Mais malheureusement, on a découvert rapidement avec cette personne-là qu'elle avait le don de se mettre le pied à la mauvaise place. Ben, c'est d'autant plus drôle qu'en fait, les libéraux l'ont affiché comme étant la future ministre de la Santé. Comme étant celle qui allait remplacer le très, très controversé Gaétan Barrette, qui d'ailleurs est disparu. Hein. On l'a pas vu de la campagne, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il devient, mais on comprend qu'il est en train, finalement, de se faire tasser sur le coin de l'autoroute, finalement. Donc, on nous arrive avec une Gertrude Bourdon qui est appelée à être la candidate vedette qui va remplacer Gaétan Barrette. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Elle est réduite au silence. Ben oui. Okay. Tout simplement parce que la CAQ avait des messages, des échanges privés qui sont plus publiés par la suite pour prouver que finalement, bon... Et il est devenu très clair à l'occasion du premier débat, en particulier, et même du second, que le Parti libéral traînait véritablement le dossier de la santé comme un boulet. Alors, il n'est pas trop intéressé de laisser la parole à Gaétan Barrette, pour des raisons qu'on comprend facilement. Et puis, il est mal pris parce que ce qu'il pourrait faire de positif, il ne peut pas le faire parce que Mme Gertrude Bourdon elle-même est prise dans la controverse, et en particulier avec la possibilité qu'une enquête soit déclenchée sur l'attribution des contrats sans comment dirais-je, sans appel d'offres au CHU, le Centre hospitalier universitaire de Laval. Alors, c'est mal parti, évidemment, pour le Parti libéral avec ce dossier-là. Du côté de la CAQ, évidemment, il y a quelques candidats aussi qui ont été mal pris. Ça a commencé avec
c'est pas rien, là, le vice-président du parti, Stéphane Le Bouillonnec, qui a été obligé de démissionner, non seulement comme la vice-présidente du parti, mais alors que, normalement, la CAQ aurait dû savoir, François Legault savait pertinemment que c'était les accusations portées contre le Bouillonnec étaient susceptibles de ressurgir en campagne électorale. Alors, par faiblesse ou par sympathie ou par... peu importe, il n'a pas pris la bonne décision et il n'a pas forcé le Bouillonnec à démissionner au moment où ça aurait pu être utile pour lui. Alors, oui, parce que c'est le genre de choses qui devrait arriver avant que la campagne soit déclenchée. Et si ça arrive une fois que c'est parti, ben forcément, de quoi t'as l'air après ça? Puis ensuite, il y a eu Éric Kerr aussi qui a été pris dans toutes sortes d'accusations. Finalement, bon, Jean-François Lisée a appelé à sa démission à de multiples reprises. Ça aussi, j'imagine, ça a donné quand même, du plomb dans l'aile à la CAQ. Bon, puis... sans doute bien d'autres choses aussi qui sont arrivées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant-débat et qu'il y a un après-débat. Il y a deux autres candidats de la CAQ qui n'échappent pas à la controverse non plus. Hein? Christian Dubé qui a quitté la Caisse, la vice-présidence de la Caisse, pour venir se présenter à la campagne électorale. Oui, pour être candidat, oui. Puis non seulement peut présenter comme futur ministre des Finances, d'un seul coup se retrouve impliqué dans une grosse controverse au sujet de sa participation dans certaines décisions de la Caisse de dépôt qui sont assez ambiguës, notamment dans les dossiers Bombardier et même dans le dossier de Rona. Alors, des dossiers, d'ailleurs, qui étaient finalement des grosses épines dans le pied de Philippe Couillard du Parti libéral, qui tout d'un coup commence à embarrasser son compétiteur qui est la CAQ. C'est quand même assez ironique. Ben, c'est l'ironie, comme tu le soulignes. Et puis, ces jours-ci, l'ancien président de Rona, Robert Dutton, publie un livre. Et puis, crois-moi, il n'y va pas de main morte. Il assomme littéralement le gouvernement... Couillard, et en particulier, il cogne dur contre Michael Sabia, qui est le président de la Caisse. C'est pas bon en campagne électorale. C'est vraiment pas bon. Le Parti libéral n'avait pas besoin de ça, et il se retrouve pris à devoir gérer ça. Sa façon de le gérer, c'est bien simple, c'est qu'il essaie de balayer ça sous le tapis le plus vite possible. OK? Et surtout, ne pas faire écho à cette controverse-là. Alors, il ne répond pas. OK? Est-ce que ça va revenir à la surface? Je ne sais pas. Chose certaine, c'est qu'il y a quand même plusieurs dossiers là, qui peuvent revenir à la surface pendant la campagne électorale. Tu sais, toutes les questions relatives à l'intégrité. Moi, je suis surpris que ni la CAQ, ni le Parti québécois n'aient pour l'instant encore soulevé la question de l'intégrité. Et quand on voit le débat se profiler pour demain soir, on comprend que s'ils ne frappent pas sur ce clou-là, ils ne frapperont jamais, puis ils vont perdre l'occasion qu'ils ont, tant l'un que l'autre, de compter des points majeurs contre le Parti libéral. Oui, parce que le premier débat a surtout été axé autour des questions des services publics, finalement, du délabrement, on va se le dire, des services publics. Que c'est là-dessus, finalement, que Philippe Couillard a été attaqué, qu'il y a eu à défendre son bilan avec, finalement, assez peu de succès, parce qu'il y a plus fait rire de lui qu'autre chose, tant qu'à moi. Là, on se retrouve, en fait, que la campagne à aller jusqu'au premier débat, c'était finalement une espèce d'avalanche de promesses de part et d'autre. C'était à qui... c'était tout simplement à qui le promettrait le plus. Oui, c'est ça. Même les journalistes font fait des gorges chaudes là, en disant écoutez, là, c'est le Père Noël... avant le temps. Ah oui, non, on nous propose l'Internet gratuite, l'assurance dentaire gratuite, l'université gratuite, les transports en commun gratuits. Je veux dire, c'est l'avalanche, c'est Noël pour tout le monde. Après, on ne sait pas trop ça va être quoi. Ça va être le retour de la Coupe Stanley, ça va être les Soviets dans les usines, on ne sait pas trop. Mais bref, l'heure est à la promesse. On ne sait surtout pas comment ça va être financé.
Oui, c'est drôle parce que ça tranche beaucoup avec les autres campagnes qu'on avait eues avant, où on était toujours sur l'espèce de discours de peur avec la question de la dette, comme de quoi que c'était donc... Puis comme de quoi que c'était donc la principale menace qui pesait sur nous. Puis les libéraux frappaient fort sur ce clou-là, le parti de l'économie, puis on va... vous allez voir, nous, on va remettre le Québec sur les rails. Bon, ça a donné 4 ans d'austérité qui ont fait très mal en santé, qui ont fait très mal en éducation, puis finalement à toutes les personnes qui sont vulnérables dans la société. Ben oui, et puis notamment les personnes âgées là, qui ne sont même pas capables d'avoir un bain par semaine. C'est un des plus grands scandales qu'il y aura eu dans ces 4 dernières années, puis avec raison. Je veux dire, c'est incroyable qu'une société développée traite les aînés, traite les personnes handicapées, personnes vulnérables de cette façon-là. C'est inimaginable. Mais justement, là, on est dans une situation qui est presque absurde, où finalement, après 4 ans de coupure, là, tout d'un coup, on nous dit « Ah ben tiens, ce qu'on a coupé, on va le remettre. » Comme si ça représentait... comme si c'était ça, avoir un projet de société, couper et remettre. On se demande avec quoi? Parce qu'à moins d'augmenter substantiellement les impôts, il n'y a pas moyen de le faire. D'ailleurs, il y a un journaliste, là, je ne sais plus trop lequel, je pense que c'est Girard dans le Journal de Montréal, Michel Girard, qui a établi que rétablir les services, ça serait une affaire d'1,7 milliard ou quelque chose comme ça, là. Donc, on voit que... à moins qu'on soit de nouveau prêt à s'engager dans la spirale de l'endettement, on va avoir de sérieux problèmes. Par contre, sur la question générale de l'endettement, il faut quand même souligner qu'à l'heure actuelle, le Canada, ça pose, dans son ensemble, Québec y compris, est en train la situation du Canada en matière d'endettement est en train de se dégrader substantiellement. Et il va y avoir des resserrements. Moi, j'étais particulièrement, comment dirais-je, je suis particulièrement sensibilisé à la question, dans la mesure où en 1994, quand le Parti québécois a pris le pouvoir et je faisais partie de l'équipe du gouvernement Parizeau, on a découvert que le gouvernement fédéral coupait dans les transferts sociaux. Et donc, c'est les provinces qui devaient d'un seul coup assumer une plus grande part des programmes à frais partagés. Au départ, c'était dans les années 70, quand ça a été lancé, ces programmes-là, c'était censé être 50-50. Et puis, aujourd'hui, on est à 20 % je pense, ou 30 % maximum de financement de la part du fédéral. Puis c'est le Québec et les provinces qui se retrouvent prises avec Puis alors, je veux dire, il faut être conscient aussi que en 1970, quand ces programmes-là ont été lancés, on était dans le bas du baby-boom. Là. Les enfants de l'après-guerre avaient 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, ces enfants-là, ils ont 50 ans, 60 ans, et puis ils s'apprêtent à devenir d'importants consommateurs de soins de santé. Ils vont passer à la retraite, etc. Ça va avoir des effets. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral choisit de se retirer du financement de ces programmes-là en laissant la patate chaude aux provinces. Alors, le fédéralisme, c'est ça, et vous venez de comprendre à quel point le fédéralisme n'est pas rentable. Ah ben là, pour l'instant, vous êtes en train de parler à un convaincu, donc vous n'avez pas besoin de me dire que le fédéralisme n'est pas rentable, mais j'avais lu un article assez intéressant ce matin, c'était sorti dans Le Devoir, je crois, c'est Louise Baudouin qui commentait la campagne électorale jusqu'à maintenant, puis parlait justement, la teneur des débats, tout ça, puis le fait que pour la première fois depuis très longtemps, la question de l'indépendance est complètement absente des débats. Ouais. On sait que dans les dernières campagnes, Pauline Marois
Ottawa était très, très réticente à en parler, mais le sujet s'imposait à elle-même malgré tout. Là, c'est totalement absent de la campagne. Ouais. Puis on a cette espèce de triste situation qu'on voit en ce moment où, finalement, on a des candidats qui en sont réduits à parler de gestion, finalement. Parler de questions d'infrastructure. C'est un gouvernement qui nous parle d'intendance, mais qui ne nous parle pas de gouvernance. D'où ma préoccupation, à moins qu'on aborde la question de l'intégrité de l'État, là, rapidement. On s'en va vers la campagne la plus plate, la plus terne de l'histoire du Québec. Le premier débat, tant qu'à moi, était catastrophique. Les rares fois où on a abordé des sujets qui pouvaient peut-être être des sujets de fond, qu'on parle de l'intégration des immigrants avec le fameux test de valeur, ou qu'on parle des questions des traités de libre-échange comme l'ALENA, tout d'un coup, on se ramassait avec des candidats qui parlaient de choses sur lesquelles ils n'avaient aucun pouvoir. Parce qu'on a un François Legault qui nous dit, oui, ceux qui échouent le test de valeur ou qui ne veulent pas apprendre le français, ces gens-là ne pourront pas s'établir au Québec, comme si une province avait le pouvoir de déporter. À côté de ça, on avait quoi? On avait une Manon Massé qui, elle, nous parlait des accords de libre-échange comme si elle allait mettre le point sur la table ou je ne sais pas quoi, alors que c'est Ottawa qui signe à notre place. Il y avait des choses qui n'avaient aucun bon sens. Puis, mais le débat le plus triste, j'ai trouvé, le segment du débat le plus triste, c'était celui sur l'éducation. L'éducation au Québec a été vraiment réduite à une question de formalité, question d'investissement, le toit coule dans nos écoles, il faut réparer le toit, moi je vais réparer le toit, non c'est moi qui vais le faire, moi je vais mettre assez d'argent pour le réparer, tandis que aucun gouvernement devrait se faire du capital politique sur enlever la moisissure dans les écoles ou sur réparer le toit. Ça devrait être des choses qui devraient se faire d'elles-mêmes. On ne devrait pas avoir à voter là-dessus. À côté de ça, des questions primordiales en ce qui a trait à l'éducation, comme par exemple la compétence en littératie qui baisse énormément au Québec. On se retrouve avec des gens aujourd'hui qui finissent leur secondaire en ayant toutes les misères du monde à lire et à écrire. C'est grave pour une société. C'est très grave. Et je pourrais continuer à aborder plein d'autres sujets de fond qui n'ont pas été traités pendant le débat. Ben oui, c'est tout. Et puis, tu sais, ça se répercute à l'université parce qu'on est en train de découvrir que des candidats à des diplômes universitaires sont en ce qu'on appelle littéralement des analphabètes fonctionnels. Autrement dit, leur capacité de maîtriser la langue, l'écriture, ne correspond pas au niveau des études qu'ils suivent. Oui, pendant ma maîtrise, moi, j'ai travaillé comme auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal. Puis je peux vous dire que beaucoup d'étudiants perdent parce qu'il y a toujours... Expliquer rapidement, il y a toujours un maximum de points qui est alloué aux fautes d'orthographe. C'est-à-dire, si tu peux perdre, mettons, 10 points, 10% de la valeur totale du travail, exemple, pour les fautes de français. Je peux vous dire que des étudiants qui perdent le maximum, à un certain point, bon, on arrête de corriger les fautes d'orthographe parce qu'ils ont déjà perdu tous les points associés à ça. Je peux vous dire que c'est pas rare. Surtout dans les premières années. Juste pour montrer à quel point les standards ont changé. Moi, quand j'étais au collège, classique, bon, mais 5 fautes d'orthographe dans un texte de 4 pages, hein? T'avais 0. 0. Selon ces critères-là, aujourd'hui, personne ne réussirait à l'université. Bon. Personne ou presque. Bon. Alors, mais nous, il fallait qu'on passe. Puis on passait. Alors, ça te donne une idée là, à quel point les standards ont changé. Non, puis encore une fois, continuer sur le sujet de l'éducation. Moi, je connais du monde qui travaille dans des écoles secondaires. Il y a des cas de violence envers les professeurs dont personne ne parle, qui restent impunis complètement. C'est épouvantable. Puis on a privé les professeurs de tout moyen. Tu sais, ils n'ont pas le droit de... Autrefois, il y avait quand même une certaine tolérance. Tu sais, moi, j'ai mangé des claques... au collège, là. Puis, tu sais, j'avais un professeur, lui, qui passait dans nos rangs, puis qui
il nous prenait comme ça quand il voyait qu'on était en train de déconner sur le texte qu'on était en train d'écrire. OK? Aujourd'hui, tu ferais ça, un professeur ferait ça, il se ferait mettre dehors. Ce serait le scandale. Le scandale total. Ce serait la Cour suprême. Bon, pas que je pense que c'est une bonne idée de commencer à frapper les... Non, c'est pas une bonne... Je crois pas que vous êtes nostalgique de cette époque-là. Écoute, il y avait quand même un respect du professeur, un respect de la discipline qui n'existe plus. La discipline, ça n'existe plus. Et autrefois, tu sais, je me rappelle de revenir à la maison, puis de me plaindre de tel ou tel prof, puis mes parents m'écoutaient, puis ils disaient « Le professeur avait raison », puis c'est moi où je mangeais mon claque. Ouais, mon père me racontait la même chose. Il ne fallait pas en parler à tes parents, parce que tes parents frappaient plus fort que le professeur. Exactement. OK? Alors, tu te rends compte, là, à quel point les mœurs sont changées. Alors, mais le problème, le fait est qu'au bout de la ligne, on apprenait, et on apprenait bien plus. Et je me souviens, il se trouve que j'ai envoyé mes deux enfants à la même école, au même collège que moi je suis allé. J'ai été découragé de découvrir que le programme avait sensiblement faibli et que l'espoir que j'avais de laisser à mes enfants sur le plan de l'éducation autant que j'avais reçu, je ne serais pas capable de le réaliser. OK? C'est triste, ça. Oui, puis une autre question qui est extrêmement triste aussi, c'est que, bon, le sujet des éducateurs spécialisés a été abordé pendant le débat. Oui. Parce que, bon, selon certaines études dans les écoles publiques, dans certains cas, ça peut être le quart des étudiants d'une classe qui ont des problèmes, qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ont des troubles d'apprentissage. Et puis, moi, une question que j'aurais aimé qu'il soit soulevée pendant ce débat-là, c'est comment ça se fait qu'on en est rendu à une société où dans certaines écoles, le quart des enfants ont des problèmes d'apprentissage. À quoi est-ce que c'est dû? Moi, je veux dire, moi, quand j'ai fait mon primaire, on n'avait pas d'orthophoniste ou d'éducateur Bon, alors tu soulèves une grave question. Il y a beaucoup... il y a eu un documentaire qui a été fait récemment sur les perturbateurs endocriniens, sur les substances qui sont présentes dans l'atmosphère qui empêchent le développement du cerveau. Il y a eu des études sur les téléphones cellulaires aussi qu'on met... il y a des enfants de 2-3 ans à qui des parents achètent des téléphones cellulaires. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui peut perturber la faculté d'attention? Intéressant que tu mentionnes ça, parce qu'en Russie, ces jours-ci, un gros sondage a été effectué auprès de la population sur la question de savoir si les enfants devaient avoir le droit d'apporter un téléphone cellulaire à l'école. Et 75% de la population a répondu non. Écoute, ici, t'enlèves un professeur qui enlèverait un téléphone cellulaire à un enfant, il se ferait traîner en justice. OK? Ça n'a pas de sens, là. Et puis, ça, c'est des facteurs exogènes complètement. Mais, tu sais, sur les questions de santé que tu soulevais, là, les perturbateurs endocriniens, mais il y a bien d'autres choses. L'alimentation a changé complètement. Alors, ça a créé des maladies, des troubles qu'on n'avait pas à traiter il y a 50 ans, puis qu'on est obligé de traiter aujourd'hui, puis les professeurs se retrouvent chargés sans la capacité d'avoir un soutien spécialisé adéquat. Tu vas me dire, c'est pas le rôle de l'école. Ben oui, mais malheureusement, le rôle de l'école, c'est s'occuper des enfants qu'on lui confie. Oui, bien sûr, mais je blâme pas forcément l'école, je blâme ceux qui sont au-dessus, je blâme les gouvernants. Si les quatre lascars qu'on a qui sont candidats au poste de premier ministre puis qu'on a vu dans le premier débat, si pour eux, c'est pas un sujet important puis que tout ce qu'on veut, c'est se faire du capital politique en disant « moi, je vais démoisir »,« non, moi, je vais démoisir », ben là... À un moment donné, on n'aborde pas les sujets sur lesquels le bras politique pourrait intervenir. Tout à fait. Écoute, si on continuait là-dessus, on pourrait continuer longtemps. Et puis, il faut quand même... Oui, c'est ça. On a un bon programme. On a un bon programme. Abordons maintenant la question des derniers sondages. Mm-hmm. OK. Il y a eu 2 sondages publiés au cours des derniers jours. Un premier hier, c'est le sondage Léger. Il a fait l'objet de commentaires sur LCN, dans le Journal de Montréal, de Québec,
Et les résultats qu'ils nous indiquent sont qu'on est en train d'assister à l'effondrement du vote de la CAQ, qui a perdu 5 ou 6 points de pourcentage au cours des derniers 10 jours. Oh oui, ça va mal. Ça va mal. Et ces résultats sont corroborés par un autre sondage. Le Main Street. Main Street aussi, qui corrobore ça. Exactement, un sondage qui est publié cette fois-ci par le journal Le Soleil ce matin et qui confirme, grosso modo, à quelques fractions près, là, les mêmes chiffres. Alors, ça nous indique que le résultat, que la course est devenue d'un seul coup pas mal plus serrée qu'on pensait et que tout risque de se jouer dans le prochain débat. Okay. C'est sûr que ça va être un moment déterminant. Moi, ce que j'ai l'impression d'assister en ce moment, c'est un peu une redite du scénario de 2007. On se rappelle, Jean Charest, après son premier mandat, ça avait été un mandat très difficile pour lui. Il était controversé, les gens ne l'aimaient pas. Il avait fait lui aussi des coupures, son espèce de réingénierie de l'État, pour reprendre son terme. Ça avait très, très mal passé. Et puis, la satisfaction n'était vraiment pas là. Mais parce qu'il y a eu une très grande division du vote entre, d'un côté, le Parti québécois qui avait commencé très fort avec André Boisclair, puis qu'ensuite, finalement, c'était l'ADQ qui avait effectué un retour. Finalement, ça a permis à Jean Charest de s'acheter un second mandat minoritaire en se faufilant entre les deux. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de revoir en ce moment parce qu'on voit, quand on regarde la courbe des sondages, que finalement, les libéraux font du surplace. Ils sont jamais à 30%, plus ou moins. Ouais. Là, ce qu'on voyait, c'est qu'en début de campagne, la CAQ avait un énorme avantage. Le Parti québécois et Québec solidaire tiraient de l'arrière. Et puis, là, plus la campagne avance, plus la CAQ baisse et plus les points... Non, la CAQ monte. La CAQ baisse, oui, d'accord, oui, la CAQ baisse. Plus, à côté de ça, on voit le Parti québécois et Québec solidaire qui, eux, montent, finalement, grugent le vote caquiste. Et je t'avoue que je suis surpris par l'ampleur de la remontée de Québec solidaire. Parce que là, Québec solidaire, tu sais, il faut quand même réaliser une chose, là, passer de 8 % à 15 %, tu sais, c'est beaucoup, là. Oh oui. Non. Mais notre système de vote les désavantage. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 15 %? Ils vont avoir quoi? 6 sièges peut-être? Oui, ils sont concentrés évidemment dans la région de Montréal. Ils ont peut-être une possibilité à Québec, dans le comté de Tachereau, où se présente Catherine Dorion, ancienne oniste, devenue quéciste. Oui. OK. Et il semble avoir la gauche. Puis ensuite, quand j'entends, je dis ça, j'ai de la misère à le dire parce que c'est pas vraiment la gauche. Le Québec solidaire, c'est pas de la vraie gauche. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par la gauche. Si on parle d'une gauche socialiste, je suis d'accord que non. Québec solidaire, c'est rien du tout. Ça n'a rien à voir. La social-démocratie, on fait des promesses, sandwich au ballonné, HLM en J-Proc. Cette gauche-là, c'est ce qu'on appelle la gauche progressiste ou bien la gauche sociétale. Oui. Okay. Il y en a qui vont dire gauche caviar aussi. Oui, comme en France, là. OK, le Parti socialiste, c'est la gauche caviar. Bon. Et puis, c'est une gauche... très gauche, dans le sens où elle est très maladroite. C'est quand même incroyable. Quelqu'un est gauche, il est maladroit. Le langage a de ses... D'après moi, c'est pas les gens de gauche qui ont choisi la signification. Pas OK. Mais toujours est-il que quand tu regardes ça, quiconque a connu, par exemple... vécu les années 70 où il y avait vraiment une distinction très nette entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, on nous présente ces distinctions-là. Ça ne veut plus rien dire. Ça n'avait aucun sens. Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. L'enjeu, c'est plus un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite. C'est un gouvernement mondialiste ou un gouvernement souverainiste? C'est ça. Dans un monde qui est devenu mondialisé, où finalement les gouvernements ont plus autant de pouvoir qu'ils en avaient à une certaine époque, à ce moment-là, c'est quoi le sens de se dire de gauche ou de droite? Mais justement, si c'est de toute façon pas toi qui contrôle, Voilà. Alors, la question est de savoir si oui ou non
à l'heure actuelle, c'est devenu l'enjeu. Est-ce que l'État va continuer d'exister ou bien est-ce que les États vont se fondre dans une espèce de magma mondialisé qui nous mène à une gouvernance mondiale unique? Oui, ben moi personnellement, je crois dans la théorie de Simon-Pierre Savard-Tremblay, quand il avait publié son livre « L'État succursale ». Je pense pas que l'État va forcément disparaître, mais je pense que l'État va devenir apolitique. L'État va devenir une espèce de gestionnaire au service de multinationales ou au service d'instances comme l'ONU ou comme d'autres qui vont décider. Le Parti libéral est en train de nous donner le parfait exemple de ça en devenant d'un seul coup un gros gouvernement municipal. Quand vous regardez les débats, là, les questions, c'est frappant de voir à quel point il y a une espèce de municipalisation des enjeux, à quel point la perspective est en train de se ratatiner pour les gouvernements et à quel point il n'est plus du tout question des grands enjeux de contrôler notre développement. Être maître chez nous, aujourd'hui, c'est impossible. Ça serait... Je vois même pas... Même le Parti québécois n'est pas capable de dire maître chez nous. C'est aussi, là, je pense qu'on touche à un autre sujet qui est comment la question identitaire est de plus en plus diabolisée. Parce que là, depuis... Ça va de pair avec. Parce que les déboires de la CAQ ont commencé après le premier débat. Ils ont commencé quand François Legault s'est fait rentrer dedans sur sa politique quant à son test des valeurs, quant à son test sur l'immigration. C'est à partir de là que non seulement les autres partis, mais aussi les médias ont commencé à lui taper dessus, qu'on lui dit « Ah, mais ça n'a aucun bon sens. » Puis en plus, pour pas s'aider, il a très mal défendu sa cause parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il comprenait peut-être pas tout à fait comment ça fonctionnait, le système d'immigration au Canada. Donc là-dessus, il s'est pas aidé, c'est un fait. Mais il reste que c'est surprenant de voir à quel point les médias lui tapent dessus. Moi, l'impression que ça me donne, puis pourtant, un fait qui est assez intéressant, j'avais vu un article aujourd'hui sur Radio-Canada concernant la boussole électorale que Radio-Canada fait à toutes les années, puis où il y a plusieurs... toutes les élections, oui. Puis où il y a plusieurs... au-dessus de 100 000 personnes, en tout cas, qui font le test. Donc, c'est mieux qu'un sondage à 2-3 000 répondants, mettons. Ouais. Et puis, selon la boussole, 68% des répondants seraient d'accord avec le fait que l'État québécois protège mieux le français. Donc, c'est pas une question qui, normalement, devrait faire controverse de demander aux gens d'immigration d'apprendre la langue. La plupart des gens seraient d'accord que ça semblerait être un minimum. Mais ça devient la grosse controverse dans les médias. Parce qu'il ne faut pas parler d'identitaire. On n'a pas le droit. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu regardes les médias et qui les contrôle, tu as essentiellement Radio-Canada, et puis tu as les groupes, la presse, Le Soleil, etc. Le OSBL. Et puis tu as Québécois. OK? Au Québec, c'est ça qu'on a. Ben, la presse, le Radio-Canada, elle est tenue depuis 1982 de promouvoir l'unité canadienne et le multiculturalisme. Et même la diversité linguistique, OK? Et le bilinguisme, OK? Parce que ça fait partie Bon, alors, c'est en opposition complète avec tout ce qu'a cherché à faire la société québécoise depuis 50 ans et tout ce à quoi aspire encore, comme tu viens de le souligner, une majorité de Québécois. Mais une très grande majorité de Québécois. Et pour ne rien aider, juste avant les élections, disons, il y a de cela quelques mois, un peu plus au début de l'été, il y a eu des cadeaux de la part du gouvernement Couillard envers certains médias. Je crois que Le Devoir a eu 1 ou 2 millions, la presse a plus ou moins la même chose, Groupe Capital Média, le groupe de Martin Cochon qui a racheté tous les anciens médias de Jessica. Alors, dans la vie, tu ne mords pas la main qui te nourrit, hein? Non. Ça n'aide pas. Puis, par rapport à ce que vous abordiez tout à l'heure sur la question mondialisme versus souverainisme, bien, le souverainisme, tant qu'à moi, ça doit s'inscrire dans une démarche identitaire. Pourquoi un État serait souverain si c'est pas parce qu'à l'intérieur de cet État-là, il y a un peuple qui est distinct? Bien, écoute, la notion d'État, elle est reliée à celle de nation.
et c'est l'État-nation. Je suis en train de préparer un article, justement, sur les problèmes que les Québécois ont à l'endroit de l'État, parce que l'État, dans leur esprit, a trahi la nation. Et donc, il y a une méfiance des Québécois à l'endroit de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, ça explique en grande partie les échecs de 80, du référendum de 80 et de 95. Alors, ça, c'est un aspect qui n'a jamais été abordé. Honnêtement, je me demande pourquoi. Parce que, puis remarque, bon, j'aurais dû moi-même, ayant été ministre en 1994-95, au moment du référendum, mais surtout dans le contexte du référendum, j'aurais dû voir ça. Je ne l'ai pas vu. Mais je veux dire, j'étais tellement pris avec la cuisine quotidienne que je n'avais pas la hauteur de vue, la distance requise pour être capable, justement, de reconnaître ce phénomène-là. On était engagés, il y avait une dynamique, puis elle ne permettait pas qu'on se pose ce genre de questions-là. Ça m'a pris des années à comprendre que ce que je suis en train de découvrir, pas de découvrir, mais d'exprimer, et que je m'apprête à communiquer, OK, prochainement, là, sur la méfiance qui amène les Québécois à ne pas faire pleinement confiance à leur État. Parce que quand tu regardes quel a été l'effet de la création de l'État de 1960, c'est Jean Lesage, le premier, qui a parlé de l'État du Québec, OK? Bien, l'État s'est trouvé à dépouiller les pouvoirs locaux des pouvoirs qu'ils avaient. OK? Alors, tout a été centralisé à Québec. On a bureaucratisé, on a technocratisé. OK? Et finalement, à la fin, c'est les lobbies qui s'imposent et qui dominent tout ça. Et alors que les pouvoirs locaux, tu sais, il y avait des décisions qui se prenaient sur le plan local autrefois. Il n'y en a plus. Et une des conséquences de ça, c'est la disparition des élites locales. Il n'y a plus de centre de pouvoir fort au Québec, en dehors de Québec. Tu sais, c'est assez consternant de faire ce bilan-là. Puis toute la question aussi, comme vous avez dit, de l'intégrité de l'État qui est mise à mal, ça n'aide pas. Ça rajoute... Ça rajoute. Et puis pourquoi l'intégrité de l'État est-elle mise à mal? Justement parce que l'État s'est éloigné de sa base, OK? Et qu'il est désormais, comme je te dis, entre les mains de technocrates, de bureaucrates et de lobbies. Et de politiciens clientélistes. C'est la situation dans laquelle on est, et c'est la raison pour laquelle on s'en va nulle part vite. Voilà. Nulle part vite. Ouf! On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on va le savoir rapidement, au moins. Voilà. Alors, on va avoir une élection le 1er octobre. Et puis, dans les conditions actuelles, c'est la bouteille d'encre. On ne sait pas du tout ce qui va sortir de là. Oui, tout à fait. Dans l'absolu, un peu tous les scénarios sont sur la table parce que, comme on a dit, les chiffres des sondages varient quand même assez vite. Sûr que là, bon, selon ce qu'on a en ce moment, moi, je serais très surpris qu'on se retrouve avec un gouvernement majoritaire. On n'est vraiment pas parti pour ça. Est-ce que ça va être un gouvernement de la CAQ ou du Parti libéral? Ça, bon, les deux rendus là sont présentement au nez à nez, mais... Mais encore une fois, on dit ça, hein, comme ça change rapidement. Donc, moi, personnellement, je ne m'essayerais pas à faire une prédiction quant au gagnant. Ce serait assez casse-cou. Ah oui, tout à fait. Et ensuite, il faut réaliser que tout dépend de la façon dont le vote francophone va se répartir. Une chose qui est certaine, c'est que le vote francophone, on est obligé de le constater, il est très divisé. OK? Et bon, il faut quand même être conscient que le vote francophone, c'est quand même 85% ou un peu plus ou un peu moins du vote total au Québec. C'est important. OK? Et quand ce vote-là est divisé, bien, c'est le pouvoir qui est en jeu.
Okay? Alors, quand tu regardes, par exemple, le Parti libéral, qui ne jouit plus que de 18 d'appui que de 18 des francophones, tu constates qu'il est placé dans une situation où il ne peut pas prendre le pouvoir autrement qu'en s'appuyant lourdement sur les anglophones du Québec, qui sont concentrés essentiellement à Montréal et dans l'ouest de Montréal. Ça réduit considérablement son potentiel. Et à Laval aussi, parce qu'il y a eu des changements démographiques dans les dernières années qu'il ne faut pas sous-estimer. Si Laval est rouge à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. Hein? Tu as tout à fait raison de le signaler. Je suis en bonne position pour confirmer ton analyse là-dessus. Alors, c'est ça qui est frappant, c'est de voir que le Parti libéral risque malgré la forte concentration de votes qu'il va avoir dans les milieux anglophones ou allophones, va se retrouver finalement coincé géographiquement. Il perd Québec, ça c'est certain. OK? Bien, c'est-à-dire, il est coincé, sauf si la division du vote permet à des candidats libéraux de se faufiler ailleurs. Oui, mais c'est pas possible, parce que quand tu regardes la façon dont le vote se répartit ailleurs, tu constates que le gros, à l'heure actuelle, revient malgré tout, malgré la baisse qu'on enregistre, revient à la CAQ. OK? Et il y a à peu près pas loin de 10 % d'écart entre le pourcentage de vote au PQ et puis celui qui est à la CAQ. Et puis, il reste Québec solidaire, qui est concentré essentiellement, comme on le sait, dans Montréal, et avec une chance peut-être à Québec. Et à Sherbrooke aussi, semble-t-il qu'il y ait une possibilité du côté de Sherbrooke pour la CAQ, pour le Québec solidaire, s'il fallait que le courant qu'on enregistre à l'heure actuelle, sa progression, se confirme. Bien, c'est dans le cadre de course à 4 aussi. Ça. Voilà. Si Catherine Dorion a une chance dans Taschereau, c'est parce que le vote là-bas est très, très divisé. Donc, ça fait en sorte que... Il faut... non, vraiment, ça risque de se jouer comté par comté. Puis ça va... En tout cas, ça va être toute une soirée 1er octobre. Il y a un autre facteur qui va jouer énormément dans le résultat, c'est la capacité pour chacun des partis de sortir son vote. Le PQ et le PLQ ont tous les deux sont implantés depuis longtemps. Ils ont des racines profondes dans les comtés et ils ont des organisations, des machines électorales. Pour avoir été député, je sais ce que ça représente. J'ai été député d'un comté rural, il y avait 26 municipalités. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça représente, 26 municipalités, mais c'est du monde à la messe, ça. Quand il faut que tu organises des pôles pour tout le monde, des représentants de pôles dans chaque pôle, qu'il faut que tu aies des équipes pour faire des appels téléphoniques, il faut que tu fasses du pointage. Écoute, ça prend des grosses organisations et c'est uniquement avec ce genre d'organisation-là que tu vas être capable de sortir ton vote le jour de l'élection. Alors, même si la CAQ semble jouir d'un avantage, il n'est pas du tout certain qu'elle va être capable de traduire son avantage en pourcentage dans les sondages en vote effectif. Et c'est ça qui fait craindre le plus pour les perspectives de la CAQ. Alors, voilà, je pense qu'on peut mettre le point final là, sur la question de la situation électorale au Québec, à moins que tu aies... non, moi je pense qu'on a été quand même assez exhaustif, en tout cas j'ai l'impression, dans la mesure du possible. Oui. Autre nouvelle ces derniers jours, là, c'est qu'on apprend que comment dirais-je, les démissionnaires du Bloc reviennent... Oui, les gens de Québec debout. Ouais. Québec debout, c'est rassis. Ils sont rassis, puis ils rentrent au bercail. Les 5 brebis égarées sont revenus. Alors, bon, c'est évidemment que c'est le résultat qui était anticipable, ce qui est tragique. Tragique, parce que dans le fond, ça a été une perte de temps épouvantable.
Perte de temps et de crédibilité. Excusez-moi, mais je vois pas qui, à l'heure actuelle, pourrait être assez fou pour vouloir devenir chef du Bloc québécois après le traitement réservé à Martine Ouellette. Puis le fait que ça a pris plusieurs mois avant que les démissionnaires reviennent, alors qu'au début, ils avaient dit très clairement que si on quitte, c'est pas à cause du parti, c'est à cause de la personnalité de Martine Ouellette. Le fait qu'ils aient dit ça de façon aussi claire et non équivoque, et que ça a quand même pris plusieurs mois avant qu'ils reviennent parce que ils disaient « Ah, mais elle n'est plus là, mais ses idées sont toujours là », comme s'il y avait le fantôme de Martine Ouellette qui s'était imprégné dans le tapis ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est bien plus prosaïque que ça. Ils ont tout simplement réalisé que s'ils voulaient avoir la moindre chance de se faire réélire, il fallait qu'ils rentrent, parce que fonder un nouveau parti, là, c'est pas évident. Puis ça prend des ressources, et puis ils n'en avaient pas. Alors que le Bloc québécois a des ressources, tu sais, a des acquis. Tu sais, pas besoin de chercher longtemps, là, les raisons qui font qu'ils reviennent au bercail. Maintenant, il faut quand même être conscient qu'il y a il y avait deux courants qui se sont affrontés. Un courant qui prônait la nécessité de promouvoir uniquement l'indépendance, et courant auquel appartenait Mario Beaulieu lui-même. OK? Il était devenu chef. C'est la base sur laquelle il a attiré Martine Ouellette. OK? Oui. Et il y avait un autre courant qui était celui de promouvoir les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada. OK? Alors, parce que la réalité fait qu'on est encore là. Bon. Alors, dans quelle mesure... Je disais, toute la question aussi se pose de savoir dans quelle mesure le Bloc n'en était pas venu à intégrer davantage cette dimension, sa réalité, notre réalité canadienne, en mettant de côté et en sacrifiant l'indépendance. Ça a été finalement la question qui a été débattue pendant près de 2 ans. Alors, toute la question maintenant qui se pose, c'est celle de savoir si il va rester au Bloc, après cet épisode-là, une crédibilité suffisante auprès de l'électorat pour que l'électorat leur fasse de nouveau confiance. Ça va être extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile. Oui, mais en même temps, il faut regarder ce qui se passe dans les autres partis. Tu sais, il y a quelques années, le Parti néo-démocrate avait le vent dans les voiles. À l'heure actuelle, là, il n'y a plus grand vent dans les voiles. Non. Du NPD, là, avec son chef à turban, là, on ne peut pas dire que c'est plutôt le turban qui pogne dans le vent. OK, il y a comme du brouillage, là. On ne peut pas dire que les convictions sont très fortes chez les... Alors, il va y avoir un réajustement là, qui va se faire de ce côté-là aussi. Il y a évidemment le Parti libéral lui-même. Écoute, M. Trudeau, là, il est dans Pee-wee, là, je l'appelle Pee-wee, moi. Il est dans de sales draps. Sa gestion du dossier de l'ANENA est catastrophique. Les travaux parlementaires viennent de reprendre, et puis il y a une députée là, qui le quitte avec perte et fracas, qui traverse le plancher et qui s'en va chez les conservateurs. On apprend aujourd'hui là, que, écoute, c'est pas rien, le fameux voyage en Inde, là, où qui a été un fiasco total. Oui, c'est comme ce voyage-là est vraiment un point tournant dans la carrière jusqu'à maintenant, dans le mandat de Justin Trudeau. Avant ça, on lui pardonnait tout. C'était le plus beau, le plus fin, le plus progressiste. Et depuis ce voyage-là, c'est devenu un enfant. Regarde ce qui sort aujourd'hui. Ce voyage-là, en vin, consommé par la suite de M. Trudeau, OK, vodka et autres alcools et plaisirs frelatés, a coûté 145 000 $. Ouf! OK? J'avais pas vu ces chiffres-là. Oui, ces chiffres-là. On comprend pourquoi Sophie Grégoire chante en public, hein, quand Alors,
tu comprends que... Quand tu t'en mets autant derrière la cravate... Derrière la cravate, c'est méchant pot de vin. Aïe, aïe. OK. Alors, c'est assez pathétique comme situation. Et Pee-wee est vraiment dans le sale drap, comme je le disais. Alors, le Parti québécois, le Parti libéral fédéral a du plomb dans l'aile. Et il faut comprendre que le règlement des négociations de l'ALENA ne vont pas aider sa situation. Parce que l'accord avec le Mexique fait très mal. Mais non. Mais parce que soit que le Canada va pas parvenir à un accord avec les États-Unis, ou bien il va parvenir à un accord dans lequel il va devoir lâcher du lest, et vraisemblablement, le lest qui est le plus susceptible de lâcher, c'est celui sur la gestion de l'offre. Aujourd'hui, là, en Chambre, Trudeau a bafouillé, là. OK? Et quant à savoir si oui ou non il était capable et s'engager formellement, que maintenir les... ils aiment les agriculteurs, mais bon, c'est pas aller plus loin que ça. Donc, il n'y a pas d'engagement formel. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les syndicats des producteurs agricoles, des producteurs laitiers ont eu une conférence de presse aujourd'hui où, justement, ils se plaignaient du manque d'assurance puis du manque de garantie qu'ils avaient. Moi, effectivement, on peut penser que ça ne va pas bien se terminer pour eux. Non, tu sais, deuxième fois en l'espace d'un mois, l'ancien premier ministre Mulroney, qui est un consultant pour le gouvernement fédéral dans la renégociation de l'ALENA, dit qu'il va falloir qu'on lâche des morceaux sur la gestion de l'offre. OK? Et il va dire, écoutez, la seule façon de régler ce problème-là, c'est par des subventions. Les agriculteurs n'en veulent pas. Ils préfèrent garder le système de gestion de l'offre pour des raisons qu'il faut comprendre, qui tiennent essentiellement à la façon dont ils ont structuré le transfert de leur patrimoine à partir des quotas de lait. Et ça, c'est tout un régime de sécurité sociale des agriculteurs qui repose sur la gestion de l'offre. Alors, tu comprends que c'est pas rien, là? Bien, non seulement c'est pas rien, mais même il y en a qui ont découvert à leurs dépens que les producteurs agricoles ils sont très, très attachés. C'est ça qui a coûté à Maxime Bernier la chefferie du Parti conservateur. Il y a eu une grosse mobilisation des agriculteurs en faveur d'Andrew Scheer parce que, justement, Maxime Bernier avait fait une sortie comme de quoi, lui, la gestion de l'offre, ça ne l'intéressait pas puis qu'il prévoyait de l'abolir. Puis tu me permets, ton intervention me rappelle qu'on n'a pas abordé le cas de Yuri Chassin. Parmi les députés, les candidats du... Oui, parmi les Yuri Chassin il a été mis de côté dès le départ de la campagne électorale par la CAQ parce que celle-ci s'était engagée à soutenir la gestion de l'offre. Or, Yuri Chassin, président de l'Institut économique de Montréal, a dénoncé... néolibéraux des néolibéraux. A dénoncé à bras raccourcis la gestion de l'offre. Et curieusement, aujourd'hui, justement, il y a deux articles qui sortent... sur un nouveau média qui s'appelle Ricochet, sur lequel signe maintenant des articles André Noël. André Noël, c'est un ancien journaliste à la presse qui avait quitté la presse pour se joindre à l'équipe d'enquête de la commission Charbonneau. Et il fait sa réapparition là, ces jours-ci. Comme rédacteur, comme enquêteur pour ce nouveau média-là. Et alors, ce qu'il sort sur Yuri Chassin, là, et son soutien, bien sûr, contre la gestion de l'offre, mais également son soutien à l'industrie pétrolière, et puis à ses liens avec la famille Koch aux États-Unis, de néolibéraux, et puis les liens, évidemment, avec Power Corporation. Ouh là là, ça vaut la peine, ça vaut le détour là, d'aller regarder ça. Et vous pourrez trouver ces articles-là là, au moment où Vigile les mettra en ligne. Ça devrait être fait soit déjà maintenant ou peut-être plus tard dans la soirée. Alors, donc, on peut clore le chapitre de l'actualité nationale
oui. Sur ces je ferai un petit dernier commentaire, si vous me le permettez. Juste pour finir sur la question de l'ALENA, tout ça, moi, je trouve que Jean-François Lisée a raté une très belle occasion de faire de la pédagogie en faveur de l'indépendance. Parce que là, on a tous les chefs provinciaux, c'est le cas de le dire même dans le cas présent, mais qui font une sortie comme de quoi que eux, la gestion de l'offre, ils y tiennent et que, bon, on essaye de montrer les muscles un peu devant Justin Trudeau, on essaye de lui dire que il y aura des conséquences, mais en bout de ligne, le Québec n'a pas son mot à dire là-dessus. Le Québec aurait son mot à dire si le Québec était indépendant. J'aurais aimé que Jean-François Lisée le fasse plutôt que d'appeler à une espèce de coalition des différents chefs qui, finalement, donne l'occasion à des fédéralistes comme Couillard ou comme Legault de donner l'impression qu'ils sont nationalistes et qu'ils ont à cœur les intérêts des Québécois. Oui, c'est plus complexe que ça, là. Il faut comprendre que un accord de libre-échange couvre un ensemble de sujets dont certains sont de compétences fédérales et d'autres de compétences provinciales. OK? Alors, sur la question de la gestion de l'offre, il est vrai que le gouvernement fédéral a toute la compétence. Ça a été établi par une décision de la Cour suprême en 1952, l'arrêt PEI, Potato Marketing Board, contre, je ne me souviens plus du nom du bonhomme, là, mais toujours est-il que la Cour suprême a établi clairement la compétence du gouvernement fédéral de légiférer en matière de mise en marché des produits agricoles. Mm-hmm. Bon. Mais le Québec et les autres provinces ont d'autres compétences qui peuvent servir de monnaie d'échange, tu comprends? Et le gouvernement fédéral, par exemple, ne peut pas signer un accord de libre-échange sans l'adhésion des provinces, compte tenu de l'ensemble des sujets qui sont couverts. Alors, c'est faux de dire que le Québec n'a pas de pouvoir. Par contre, tu as parfaitement raison de souligner qu'on a très mal présenté ça et que les chefs de partis provinciaux du Québec, non, puis c'est le cas de le dire, ils sont vraiment provinciaux, n'ont vraiment pas fait le travail de pédagogie qu'il fallait pour faire comprendre aux Québécois exactement de quoi ils retournaient et de quoi ils seraient capables. C'est ce que je déplore. Voilà, là-dessus, tu as parfaitement raison. Alors, on fait quelques minutes de pause et on vous revient tout de suite après pour parler de l'actualité internationale.
Alors, nous voici de retour pour le deuxième segment de l'édition de Point de bascule du mercredi 19 septembre 2018 et je suis en compagnie de Félix Brassard, que j'ai eu l'occasion de vous présenter pendant le premier segment. Nous abordons maintenant l'actualité internationale. Grosse semaine. Et puis, il s'est passé des événements très, très lourds de portée historique. OK? Après la rencontre qu'il y avait eu lieu à Téhéran il y a à peu près 10 jours entre le président Rouhani, le président Poutine et le président Erdogan de Turquie, à la suite de laquelle il y avait eu on avait senti une espèce de froid entre la Turquie et la Russie et l'Iran sur la question de savoir si, oui ou non, il y avait lieu de poursuivre l'intervention à Idlib pour repousser les terroristes. Oui, dernier segment, je crois, de la Turquie qui n'est pas encore sous contrôle du gouvernement Al-Assad, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que lundi, à Sochi, le président Poutine et le président se sont rencontrés et ils se sont entendus sur une formule qui allait permettre à la Turquie de ménager sa propre situation parce qu'il faut comprendre que la Turquie est présente en Syrie tout simplement pour empêcher que les Kurdes et les terroristes refluent vers la Turquie et créent des foyers de tension à l'intérieur de la Turquie. Alors, pour éviter ça, la Turquie s'est introduite en Syrie, d'abord à Afrin, ensuite Idlib, et puis, ils cherchent à préserver leur zone frontière. Alors, ils sont entendus sur la création d'une zone tampon qui va être patrouillée systématiquement et par les Russes et par la Turquie. Donc, l'offensive syrienne qui était prévue pour ce territoire-là se trouve donc reportée de quelques mois en supposant que l'initiative là, ne soit pas couronnée de succès. Parce que d'ici au 15 octobre, là, au 1er octobre ou au 15 octobre, je ne me souviens plus, toujours est-il que dans les premiers jours d'octobre, la Turquie et la Russie vont devoir avoir éliminé, mais d'une façon pacifique, les terroristes de la région. Alors, où vont-ils aller? Bien, il y en a déjà qui sont partis vers la Jordanie, vers l'Irak, et là, ça crée des situations extrêmement délicates parce que en Irak, les Américains n'ont plus le contrôle qu'ils avaient entièrement au moment après l'invasion puis le renversement de Saddam. Et ils sont dans une situation là qui est beaucoup plus difficile. Ils ont tenté un coup dans le sud, à Bassora, pour essayer de renverser de ne pas donner de chance au nouveau gouvernement de s'installer en Irak. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, les Américains là, sont dans une situation délicate en Irak et ils n'arrivent pas à reprendre la main. Pour l'instant, ils continuent malgré tout à évacuer leur monde, mais leur fenêtre d'opportunité pour faire ça est en train de se réduire considérablement. Oui, mais tout ça, c'est un peu aussi la conséquence du rôle qu'a joué la Turquie depuis finalement le début de la guerre en Syrie. Ça a été un rôle extrêmement trouble pendant un bon bout de temps. Il y avait des groupes rebelles qu'on disait modérés, mais qui en réalité étaient des islamistes un peu du même acabit que ceux de Daesh ou de feu Daesh, qui n'existe plus vraiment. Donc, la Turquie, à ce moment-là, jouait à fond les intérêts occidentaux, les intérêts de l'OTAN, en finançant la déstabilisation du régime de Bachar al-Assad, qui est un régime anti-impérialiste, on va se dire, qui est un régime qui est résistant finalement aux États-Unis, puis à Israël, puis finalement à tous les dictats
l'ONU. Et puis là, bon, il y a eu une espèce de bascule. Sur un moment donné, un point de bascule. Ah, je viens de plugger le titre de l'émission, je crois que c'est bon. Ça s'est produit. On a eu une tentative de renversement de Erdogan qui devait aboutir à son assassinat, qui a échoué, mais qui est assez mystérieuse. Parce qu'on peine à savoir qui l'a vraiment commandité. C'est l'OTAN, manifestement. Et évidemment, l'armée turque est très implantée dans l'OTAN. Les Américains forment l'armée turque. Donc, il y a qu'à regarder la situation géographique. Il y a eu une purge des cadres de l'armée turque à la suite de cet échec. Et je veux dire, l'attentat, c'est Poutine qui avait prévenu Erdogan que l'attentat était en train de... Alors, on comprend que... Oui, tout à fait. Puis, alors là, on a la Turquie qui, là, tout d'un coup, essaie de se rapprocher de la Russie, essaie de se rapprocher de l'Iran, puis essaie un peu de laver ses fautes passées. Elle n'a pas le choix. Elle est coincée. OK? Et la Turquie est placée de plus en plus, et même l'entente qui vient d'être signée avec Poutine a pour effet de ranger davantage, encore plus, la Turquie dans le camp de l'Iran et de la Syrie. Ensuite, il y a toute la question des sanctions économiques que les États-Unis ont imposées à la Turquie, qui précipitent littéralement la Turquie dans les bras de la Russie et de l'Iran, parce que... une grosse crise économique qui se profile en Turquie à cause des sanctions américaines. Il y a toute la question de la lire turque, qui est sous attaque par les grands pouvoirs financiers. Alors, Erdogan, il se trouve placé dans la situation où il n'y a presque plus le choix. Il est obligé de se joindre. Même s'il aurait pu penser pouvoir rester ménager la chèvre et le chou, il n'est plus capable. Alors, c'est ça. Puis Poutine, là-dessus, est d'une habileté machiavélique. Non, c'est un des chefs d'État les plus intelligents de notre époque, hein, peu importe ce qu'on pense de sa politique. Il reste que lui, il a renversé le jeu d'alliance. Il est en train pratiquement de chasser les Américains du Moyen-Orient. C'est incroyable. Oui, c'est assez remarquable. Et puis, tu sais, quand on regarde, là, il y parvient en portant un minimum de coûts, avec une économie de moyens qui est assez remarquable. Quand tu compares la façon dont les Russes se comportent et avec celle dont les Américains se sont comportés en Irak, tu vois tout de suite la différence. Mais c'est parce que l'intervention russe en Syrie, déjà en partant, elle est légale en regard du droit international parce que c'est le gouvernement légitime qui l'a appelé à son secours. Donc, rien qu'avec ça, on est dans une situation complètement différente de ce que les Américains font depuis 2002-2003, ce qui consiste à envahir des pays qui leur sont pas favorables, tout détruire sur leur passage, puis après ça, laisser d'autres qu'eux essayer de réparer les pots cassés. Si on a une crise migratoire en Europe en ce moment, c'est conséquence des actions des Américains au Moyen-Orient. Alors imagine-toi que lundi soir, suite à l'entente qui venait d'intervenir à Sochi entre Poutine et Erdogan, il y a eu une offensive lancée par Israël à laquelle a participé la France. La France, par l'entremise d'un navire moderne, ultramoderne, la frégate Auvergne, qui est en Méditerranée et qui était censée appuyer l'intervention d'Israël. Puis alors, là, Israël jouait gros, là, parce qu'il visait des cibles qui sont, sous prétexte qu'elles sont contrôlées par l'Iran, très voisines des installations russes à Latakia et à Tartous. Alors, résultat, il y a deux ou trois avions israéliens qui se sont cachés derrière un Ilyushin 20 de transport de troupes qui a été abattu parce que la DCA syrienne n'a vu a été attirée par ses radars ont été attirés par l'arrivée de missiles que tiraient les Israéliens et ils n'ont pas vu l'avion
Mais puis, ils ont vu, par contre, par mégarde, ils ont frappé l'Ilyushin 20. Ça va dans la continuité de ce que fait Israël ces derniers mois. Ça a très peu été discuté dans les médias, mais Israël a lancé des missiles sur Damas dans les derniers mois. Ouais. Il y a eu, entre autres, des soldats iraniens stationnés en Syrie qui ont trouvé la mort dans ces bombardements-là. Donc, on est face à vraiment des agressions répétées qui restent impunies parce que, à quelque part, les Israéliens savent très bien qu'ils ont le Congrès américain dans leur poche et que si jamais... Ils ont toute la presse. La presse, oui, bien sûr. Européenne et nord-américaine qui mangent dans leurs mains. Puis juste cette histoire-là d'intervention française, je veux dire, qu'est-ce que la France a gagné à essayer d'entrer en guerre contre la Russie ou contre la Turquie? Je veux dire, voyons donc, c'est complètement absurde. C'est parce que les Israéliens sont conscients de leur influence et ils se disent, on peut s'en permettre beaucoup parce que de l'autre côté, les Russes oseront pas, ou les Russes ou les Syriens ou peu importe qui d'autre dans la région, oseront pas envahir Israël, même en ayant les moyens, parce que ce serait la Troisième Guerre mondiale qui commencerait aussitôt. Mais on n'est plus là. En fait, ce qui est d'extraordinaire, c'est que cette frappe-là s'est trouvée à réduire considérablement la tension qui s'était accumulée au cours des derniers jours, des dernières semaines, avec la perspective d'une attaque en règle par l'armée syrienne d'Idlib. Alors, d'un seul coup, Israël se retrouve sur la défensive. OK? C'est un fiasco à la fois militaire et diplomatique. OK? Et Poutine, lui, avance ses pions. Et même Bachar al-Assad va pouvoir récupérer cette région-là sans recourir à l'armée syrienne et au risque d'exposer ses troupes. Et que on ne peut pas être plus mort de rire que ça, là. OK? Écoute, on verra bien la suite des choses. Moi, en tout cas, je ne sais pas s'il faut être rassuré parce que, il semble que la situation est assez explosive. Mais bon. Non, elle a descendu de plusieurs niveaux au cours des dernières heures. Et c'est frappant. À moins que Israël commette une autre erreur, là, grave. Même les menaces qui pesaient du côté des États-Unis, de l'Europe, sont tombées. Les menaces d'une attaque chimique, les questions d'une attaque chimique sont tombées. Il n'y en a plus question. OK? Bref, c'est quand même frappant de voir comment Poutine arrive à calmer le jeu. Et puis, malgré tout, en avançant ses pions. OK? Et en avançant également les pions d'Assad. Parce que le territoire que la Turquie et la Russie vont contrôler, une fois qu'elle sera sous contrôle, Erdogan n'aura plus de raison d'être là. Comprends-tu? Mm-hmm. Alors, c'est assez fort de café, merci. Et il reste la fameuse base d'Al-Tanf, là, où sont réfugiés de nombreux terroristes. Et là encore, il semble qu'il y ait une possibilité là, que les Américains, de toute façon, ils sont coincés. Ils ne pourront pas rester là. Alors, toute la question est de savoir dans combien de temps ils vont abandonner la place. Et où ils vont aller après, surtout. Parce que c'est comme les casques blancs qu'on va nous les rapatrier ici. Les casques blancs, ils vont être... il faut comprendre que après la prise de la Ghouta, puis des Ra'a, il y a eu un contingent de casques blancs, presque 70%, qui ont été évacués par Israël vers l'Irak et la Jordanie, entre les mains des Américains. Hein? Mm-hmm. Alors, il en restait 30% à peu près. Ils se sont retrouvés à Idlib, puis ils devaient servir dans le montage d'un scénario de nouveau pour accuser l'armée syrienne le scénario habituel et donc de justifier des frappes. Ce scénario-là, un remake de ce qu'on a vu dans les dernières années, a été compromis par Israël à cause de son intervention et de son erreur en frappant l'Ilyushin 20. Donc, c'est Israël qui se trouve à avoir compromis Alors, en Israël même, il y a des gens qui commencent à être très critiques à l'endroit du gouvernement de Netanyahou, dont
l'ancien premier ministre Ehud Barak, général, donc une forte autorité dans le monde militaire en Israël et qui accuse Netanyahou là, d'être en train de compromettre de façon grave les intérêts supérieurs d'Israël. Oui, puis il faut savoir que Israël occupe depuis une cinquantaine d'années, occupe illégalement le plateau du Golan, qui est une région syrienne. Donc, on peut penser qu'en cas de grosse déconfiture, peut-être que les Syriens, peut-être qu'Al-Assad oserait essayer de reprendre. Avec ce qui vient de se passer, Poutine a dit très sobrement, il va y avoir des conséquences. Et des conséquences qui vont affecter toutes les parties. Ben, qu'est-ce qu'il va faire, Poutine, quand il parle de conséquences? Ben, tu sais, les S-300 qui jusqu'ici gardaient pour les forces russes, et puis les S-400, les fameux missiles qui permettent de protéger entièrement l'espace aérien au-dessus d'un pays, ben, d'un seul coup, là, ils vont être offerts à la Syrie. Ils vont être disponibles en Syrie. Et l'argument va être, parce qu'ils sont nécessaires pour protéger les troupes russes, on vient de perdre notre monde, là. Alors, il n'est pas question que vous nous répétiez ce coup-là. Et puis, finalement, ni les Américains, ni les Israéliens, ni les Britanniques, ni les Français vont être capables de pénétrer l'espace aérien syrien. On va avoir ce qu'on appelle dans le jargon militaire un no-fly zone. OK? Et tout ça parce que, alors quand je te dis que les conséquences du geste opposé par Israël sont graves, puis qu'ils vont se retourner contre Israël, ben c'est ça. Et quand Ehud Barak critique Netanyahou, ben c'est de ça qu'il parle. OK? Alors, la situation là-dessus est assez... évolue de façon assez négative pour Israël, et c'est de mon vivant. Tu sais, moi, je suis quand même ces questions-là depuis 1967. Hein. J'étais étudiant en France à l'université au moment de la guerre des 6 jours. J'ai vu la façon dont Israël avait, dans une manœuvre extrêmement audacieuse sur le plan militaire, là, avait occupé le Golan, a pris possession du Golan. Je suis allé sur le Golan à l'invitation du Congrès juif mondial, canadien et mondial, et j'ai vu ce que ça représente pour Israël sur le plan de sa propre sécurité, le contrôle du Golan. Ben, quand on regarde la situation aujourd'hui, force est de constater que Israël perd des plumes. Les Russes et les Syriens ont repris le contrôle d'une zone limitrophe, carrément collée sur le Golan, alors qui était occupée par des terroristes, OK? Qu'entretenait, que payait Israël, OK? Il se faisait même soigner dans les hôpitaux israéliens. Il était soigné vers les hôpitaux israéliens, OK? Gratuitement, il faut le faire. OK? Donc, on voit l'intérêt qu'avait Israël à la présence des terroristes à ces endroits-là. Et le drapeau syrien flotte de nouveau sur le Golan. Si tu reprends le Golan, il faut toujours avoir à l'esprit qu'Israël, c'est grand comme un timbre-poste. Hein? Oui, c'est un tout petit pays. Oui. C'est un tout petit pays. Quand tu vas du nord au sud d'Israël, c'est la distance de Drummondville à Ottawa. Okay? Quand un avion part de Tel Aviv pour se rendre à la frontière de la Jordanie, ça prend 5 minutes. Un avion de chasse, là, hein, militaire. Bon. Donc, c'est un tout petit pays, OK, et qui, évidemment, a cherché à s'agrandir de l'intérieur en occupant des territoires palestiniens. Mm-hmm. Et c'est les fameuses colonies. Puis, c'est des colonies qui n'ont reçu aucune reconnaissance par le droit international, par les Nations Unies. Mais qui sont effectifs quand même. Ils sont effectifs, mais précaires. Parce que, justement, ils n'ont pas
Ils n'ont pas de confirmation internationale. Okay? Et c'est ça la situation grave dans laquelle se trouve Israël. Israël a toujours cherché à s'agrandir de l'intérieur et même de l'extérieur, parfois, avec le Golan, entre autres, pour arriver à retrouver la configuration de l'Israël de la Bible. Okay? Mais la réalité politique et juridique sur le plan international, c'est que les frontières d'Israël ont été déterminées en 1949 au moment de la création de l'État Israël par les Nations unies, okay? Et que ces frontières-là sont infiniment plus petites, plus restreintes que celles de la Bible. Alors, Israël cherche continuellement à s'élargir pour refaire ce qu'on appelle, les Israéliens appellent l'Eretz Israël, le grand Israël de la Bible. Puis chaque fois qu'ils font ça, même s'ils parviennent à le faire sur le terrain, ils augmentent la précarité de la sécurité d'Israël. C'est quand même ahurissant. Et à l'heure actuelle, la dynamique qui les avait servis jusqu'ici est en train de se retourner contre eux. Et aujourd'hui, on est engagé dans une dynamique qui va étouffer Israël. C'est le fiasco total de la politique de Benjamin Netanyahou. Alors ça, c'est la situation, une situation qui est assez quand même lourde, OK? Et qui, dans la mesure où Israël est parvenu à mobiliser à son secours à la fois les États-Unis et l'Europe, qui se trouvent enchevêtrés là-dedans, OK, pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Bien, qui sont quand même partiellement les leurs, parce que le fait de mettre le chaos dans cette région-là, ça ne sert pas seulement les intérêts d'Israël qui veulent s'agrandir, comme vous le disiez, ça sert aussi un peu les intérêts de l'Occident, parce que ça déstabilise une région qui est limitrophe à la Russie, à la Chine, qui sont les grands concurrents de l'Occident. Oui, mais les expériences là, des États-Unis au Moyen-Orient, en Irak, entre autres, en Afghanistan, démontrent que les États-Unis ne sont pas capables de tenir ces territoires-là, que leur politique ne marche pas. Pas plus d'ailleurs qu'elle avait marché au Vietnam. Okay? Donc, essentiellement, c'est l'approche politique des États-Unis qui est toujours d'essayer de diviser pour régner, qui ne donne pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'elle se heurte au sens de la nation des pays concernés. En Syrie, on a voulu faire la même chose. Fiasco. OK? Fiasco en Syrie à cause de l'intervention russe. Ailleurs, ça a tout de même réussi. Ils ont réussi à écraser, des pays en entier. À l'heure actuelle, les Américains sont en train de se faire sortir à coups de pied au derrière de l'Irak. Puis, ça ne sera pas long qu'ils vont se faire sortir à coups de pied au derrière de l'Afghanistan. Ben, ce qui est sans doute une bonne chose. Oui. Reste qu'ils auront réussi à tasser ils auront leurs adversaires. englouti des milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars, des trillions. Oui, non, c'est sûr que ça a été... C'était pour obtenir quel résultat? Un gouffre sans fond et sans fin. Et alors, là, ils sont en train de frapper un mur. Voilà. Alors, aux États-Unis, pendant tout ce temps-là, les États-Unis, à cause justement de l'accumulation de ces expériences-là, de la dette qui a grimpé à cause de ces dépenses-là, ils se trouvent dans une crise politique grave. Okay? Et la présidence, elle, de Trump, est menacée, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Oui, il y a clairement une lutte d'influence qui se joue en ce moment. Épouvantable. Qui se joue en ce moment à l'intérieur même de la Maison-Blanche, puis qui explique aussi pourquoi il y a une telle incohérence aussi dans les politiques qui sont mises de l'avant. Parce que Trump va dire quelque chose une journée, va dire le contraire le lendemain, le surlendemain il va revenir à sa première position. Tout ça, moi, tant qu'à moi, qu'est-ce que ça m'indique? Beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est simple, c'est parce que Trump est fou. » Moi, je ne crois pas que Trump soit fou. Moi, je pense que de la façon qu'il s'y est pris pour réussir à
à avoir l'investiture républicaine, puis ensuite à gagner la présidence face à Hillary Clinton, qui était la grande favorite. Moi, je pense pas que ce gars-là soit fou. Je pense qu'il y a forcément un instinct de stratège en lui qui est très, très fort, puis une certaine intelligence politique. Il est pas fou. Il y a juste un problème. C'est qu'il ne maîtrise pas les usages de la diplomatie internationale. Sur ce plan-là, il est trop populaire. Il manque de classe. Non, c'est ça. Ouais, il y a un certain manque de classe, mais en même temps, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens à l'intérieur même de la Maison-Blanche qui... c'est un bonhomme, finalement, c'est un milliardaire. Il étale son argent d'une façon qui est presque grossière, indécente même. OK? Et puis, il a connu beaucoup de succès, puis il étale ses succès. Il est vantard. OK? Et c'est pas un diplomate. À côté de Poutine, là, je t'ai pris de me croire qu'on n'est pas du tout dans le même calibre. Hein? Pourtant, les deux ont l'air d'avoir ils ont une bonne relation. Respect mutuel. Ben oui, ben pourquoi? Le pouvoir respecte le pouvoir. C'est aussi simple que ça, là. OK? Et puis Poutine n'a pas intérêt à dénigrer celui qui est son... Oui, celui qui tient des positions isolationnistes aux États-Unis. Il n'y a pas intérêt. Non, il n'y avait pas moyen de s'entendre avec quelqu'un comme Barack Obama qui a finalement continué les guerres impérialistes de Bush, mais il y a peut-être moyen de s'entendre avec quelqu'un comme Trump qui, lui, c'est America First. Et puis, de toute façon, la position d'un gouvernant, là, les États, là, ils n'ont pas de cœur. Ils ont juste des intérêts. OK? Et l'intérêt de la Russie à l'heure actuelle, c'est de trouver un moyen terme avec les États-Unis. OK? Ça ne sert pas les intérêts de la Russie à l'heure actuelle qu'il y ait un affrontement avec les États-Unis. De toute façon, la posture de la Russie n'est pas une posture offensive, c'est une posture défensive. Quand tu regardes tout son équipement militaire, tout son armement, il est entièrement tourné vers la défense du territoire. Tu regardes le développement de certaines armes comme le... Bon, alors oui, il y a des nouveaux missiles là, qui ont été créés, les trucs hypersoniques là, qu'on nous a présentés au mois de mars. OK? Mais ça, c'est dans une optique essentiellement dissuasive. Oui, on peut pas lui en vouloir de chercher... Ils veulent pas s'en servir. On peut pas lui en vouloir de chercher à défendre son territoire. Quand on voit les mouvements de troupes que fait l'OTAN en Lettonie, quand on voit ce qui se passe, que la guerre en Ukraine, qui est conséquence d'un coup d'État qui a été financé par les Occidentaux pour tasser le gouvernement ukrainien qui, à l'époque, était pro-russe. Quand on voit tout ça, quand on voit, bien entendu, les multiples guerres au Moyen-Orient dans les 15 dernières années, c'est tout à fait normal. Moi, je ferais la même chose si j'étais à la tête de l'État russe. Je me débrouillerais pour m'armer autant que possible parce que là, il y a plusieurs points de jonction où ça peut devenir très chaud. C'est ça qui nous ramène finalement à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. En raison de... Tu sais, puis moi, ça me renverse de voir comment le Deep State, l'État profond, là, est prêt à sacrifier le prestige mondial des États-Unis, le prestige des États-Unis sur la scène mondiale en minant la présidence américaine pour... Tu sais, c'est pas rien, là, le prestige de la présidence américaine. Puis ils sont en train de le miner complètement par des attaques complètement inutiles contre Trump. Oui, mais il faut se dire en même temps que ça participe peut-être d'une stratégie un peu machiavélique dans le sens où si jamais la situation dégénère, si jamais il y a une guerre d'ampleur qui éclate, Trump peut être le parfait bouc émissaire. Oui, mais en même temps, il faut que tu comprennes que... Même si c'est pas forcément lui qui la voulait. Oui, mais cette guerre-là, là, les États-Unis ne sont pas partis pour la gagner. Hein? À l'heure actuelle, il faut comprendre que les États-Unis, sur le plan militaire, ils sont en situation de désavantage par rapport à la Russie et à la Chine. Okay? Les développements technologiques de l'armement en Russie et en Chine au cours des 10 dernières années est absolument ahurissant. Et ils ont désormais une avance qui se chiffre dans les 15 à 25 ans. C'est assez spectaculaire. Moi, ce qui me frappe, c'est
la différence qu'il y a entre la situation qui prévalait, disons, au moment de la guerre froide et celle qui prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant la guerre froide, avoir de l'information sur l'armement russe, c'est impossible. Okay? Aujourd'hui, tu veux de l'information sur l'armement russe, tu en trouves à la pelle sur Internet. Tu en trouves même en français. Le ministère de la Défense russe a un site Internet en français sur lequel il t'expose tous ces nouveaux armements. OK? Tu as des sites comme militarywatchmagazine.com. OK? Sur lequel... Puis c'est des sites là, animés par des experts de l'armement sur le plan international qui te dressent justement le diagnostic, compare arme pour arme du côté américain et aux États-Unis, qui te dressent un bilan, mais très mauvais de la performance des armes américaines à comparer de celle des Russes. Tu as des militaires américains qui interviennent à l'occasion de commissions sénatoriales et qui disent au gouvernement américain, attention, à l'heure actuelle, on est dépassé. Ça vient de se passer, là. Mais en même temps, est-ce que tout ça, ça participe pas de la volonté qu'on a en ce moment de diaboliser la Russie, puis d'en faire une espèce de bonhomme 7 heures, puis de dire, attention, les Russes, ils sont dangereux, ils vont nous envahir. Oui, mais il est clair que... Ils empoisonnent des gens. Mais v'là 24 heures, il y a un Russe qui, avec la citoyenneté canadienne, qui a été admis dans un hôpital en Allemagne, en tout cas, histoire assez abracadabrante. Et puis le gars, c'est quelqu'un qui est un critique du régime de Vladimir Poutine. Et on nous dit qu'il a été empoisonné à cause de son militantisme, tout ça. Bien entendu, comme d'habitude, on n'est pas capable de prouver... on n'est pas capable de rien prouver, mais on nous dit que c'est forcément ça qui est arrivé. Entre toi et moi, là, si les gens se donnaient la peine de réfléchir 2 secondes, avec le pouvoir qu'ils ont, les Russes ont-ils besoin de s'en prendre à des particuliers? Voyons donc. C'est assez drôle. On nous fait une espèce de... C'est tellement ridicule. On nous fait une espèce de scénario avec l'affaire Skripal, avec celle qui est sortie hier, toutes des histoires des espèces de mauvais films, de mauvais James Bond où les Russes seraient finalement des espèces de savants fous qui empoisonnent des gens avec des poisons qui fonctionnent pas mais qui laissent pas de traces pour créer une espèce de paranoïa. C'est hallucinant quand même qu'on nous sorte ça. C'est de l'enfantillage. Puis on essaie de nous leurrer, de capter notre attention avec des niaiseries pareilles, alors qu'il est si facile d'aller voir le big picture, exactement ce qui se passe sur des sites comme celui que je viens de te mentionner. Oui, non, je sais, mais ça, il reste que la majorité des gens, malheureusement, continuent de s'abreuver aux médias mainstream, et sur eux, ça fonctionne, cette histoire-là. Oui. Ils sont vraiment persuadés que Vladimir Poutine est une espèce d'autocrate qui complote dans son coin pour essayer d'envoyer des fléchettes de poison. On est quasiment dans Tintin, là. Je veux dire, c'est ridicule. Là. Exactement. Honnêtement, là, on retourne à 1930, la guerre de 39-45. Là. OK? Et même avant ça. OK? On n'est plus là. Quand on parle d'armement nucléaire, quand on parle d'armement hypersonique, de missiles hypersoniques, comprends-tu que des niaiseries pareilles, ça pèse pas lourd. Hein? Puis c'est pas ça qui va faire une différence, on comprend? Ben oui. Alors, du monde dont on n'a jamais entendu parler, là, soi-disant que... Alors, pour quelle raison la presse... Radio-Canada, même Le Devoir, nous bombarde-t-il avec des détails de cette stupidité-là, alors qu'il leur serait si facile d'accéder à l'information, la vraie, okay, parce qu'elle est disponible, parce qu'elle est à la portée de n'importe qui se donne la peine, puis de faire les bonnes évaluations. Tu comprends-tu qu'on est en train d'essayer de nous bourrer? Bon. Ben, c'est assez clair. Bien, c'est clair. On est en train de tomber victime d'une propagande à 15 cents. Là. Tu sais, c'est pas fort.
Et puis, les gens tombent dans le panneau. Oui, bon, au moins du temps de la guerre froide, à l'époque où l'Union soviétique occupait tout l'est de l'Europe, à l'époque où il y avait de l'espionnage contre espionnage, bon, on pouvait comprendre que peut-être il y avait une certaine paranoïa anticommuniste, surtout que, bon, on connaît les répressions qu'il y a eu en Union soviétique, qu'il y a eu dans la Chine de Mao, tout ça, ça a été des régimes, des bains de sang incroyablement meurtriers. Mais aujourd'hui, il faut voir qu'on puisse nous dépeindre des régimes comme celui de Vladimir Poutine ou comme celui de Bachar al-Assad comme étant monstrueux, alors qu'à côté de ça, on fait affaire avec l'Arabie saoudite, on fait affaire avec l'Inde, on fait affaire avec Israël, on fait affaire avec des pays qui n'ont aucun respect pour ne serait-ce que des droits humains minimaux. Et puis... Je vois pas pourquoi tu mets le nom de l'Inde là-dedans, là. Ça me surprend. Ben, l'Inde, quand même, en termes de répression des minorités, en termes de... Ouais. C'est quand même... il est quand même pas dans la même ligue que... C'est quand même un des pays, le sort des femmes, les agressions sexuelles à répétition, je veux dire, c'est quand même... Ouais, en tout cas, personnellement, c'est pas, un pays que je classerais dans les modèles. Non, mais tu me parlais de la Malaisie, je pourrais comprendre. Du Myanmar aussi, je pourrais comprendre. Non, ben, j'aurais pu en parler. Ben oui, j'aurais pu le dire. Moi, mais de l'Inde, bon. Oublions l'Inde dans ce cas-là. Oublions l'Inde. Je retire l'Inde. Pardon, monsieur Lehi. OK. mais tu sais, il y a encore une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que c'est une erreur de projeter nos standards sur le reste du monde. OK? Le reste, chaque pays a connu son rythme de développement et de vouloir suggérer que tout le monde devrait être au même niveau de civilisation, c'est juste pas réaliste, là. Oh oui, non, ça, je le comprends tout à fait. Puis je suis pas en train d'attaquer des pays, je suis simplement en train d'attaquer l'incohérence des médias, puis l'incohérence des gouvernements occidentaux qui vont reprocher des choses à certains, mais pas à d'autres. C'est juste ça que je dis. C'est faire le procès des talibans à cause de leur traitement des femmes, là, c'est ridicule. Pas parce que j'approuve leur traitement des femmes, pas du tout. Je le condamne. Mais en même temps, je suis très conscient que ces gens-là, sur le plan de la civilisation, ils ne sont pas parvenus au même niveau que nous. Ils sont ailleurs. Ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres philosophies. Et puis, de vouloir essayer d'imposer nos standards, c'est pas réaliste. Mais ça cache une hypocrisie, parce que, comme je disais, on veut imposer ces standards-là à certains, mais pas à d'autres. Ben, je veux dire, en termes de traitement des femmes ou de traitement des minorités religieuses, faites-nous pas croire que les Saouds sont meilleurs que les talibans. Pourtant, les Saouds, on va nous dire, c'est des alliés. Ben oui, c'est ça, toute l'espèce d'hypocrisie autour de ça. Puis le Canada leur vend des armes. Ben, c'est ça, c'est toujours... Finalement, on essaie de camoufler des enjeux géopolitiques sous l'espèce de petite morale, toujours. Voilà. Ça, c'est le fameux « politically correct », là. Et puis, tu sais, quand « politically correct », ils savent l'utiliser quand ça fait leur affaire, mais quand ça ne fait pas leur affaire, ils ferment les yeux, ils détournent pudiquement le regard, et puis « vous avez vu quelque chose? » Non, voyons donc. C'est d'un ridicule achevé. OK. Donc, l'assaut contre la présidence est en train de s'essouffler aux États-Unis. Les enquêtes du FBI, là, on est en train de découvrir là, que c'était complètement bidon, fabriqué, et essentiellement pour servir les intérêts de Barack Obama et de Hillary Clinton. C'est pas beau ce qui est en train de sortir. Mais le plus triste, c'est qu'on savait dès le départ. On savait dès le départ. Écoutez, les médias ont littéralement gonflé cette affaire-là pour lui donner des proportions qu'elle n'a jamais eues. Et avec le résultat que ça a eu des effets négatifs sur la perception des États-Unis et de leur force dans le monde. C'est quand même grave. OK? Parce que le résultat, c'est ça. Ça a contribué au déclin du leadership américain dans le monde. C'est pas rien. Moi, si j'étais américain, je ne serais pas content. OK?
Oh, c'est un fait qu'il y a de plus en plus de pays qui remettent en question leurs liens avec... On va changer de continent, on va aller en Europe et on va aborder brièvement le cas de la Hongrie et le cas de la Suède. Okay? En Hongrie, l'Union européenne vient de condamner le gouvernement de Viktor Orban, qui vient d'être réélu d'ailleurs avec une assez forte majorité, pour sa politique d'immigration qui est très restrictive et que l'Union européenne estime contraire à ses principes. Pour l'instant, la Hongrie ne bronche pas parce qu'elle est convaincue que toute mesure qui pourrait être décidée par l'Union européenne ne parviendrait pas à obtenir les ratifications nécessaires pour être appliquées contre elle. Alors, c'est le jeu, mais en même temps, ça pèse. Oui, bien sûr, mais en même temps, bon, le gouvernement Orban fait comme si ça ne l'affectait pas. Il a fait Viktor Orban lui-même a fait un très beau discours devant l'Union européenne. Vraiment, quelqu'un qui a le moindrement la fibre souverainiste, qui écoute ce discours-là, Orban a clairement dit aux oligarques de l'Union européenne, leur a clairement dit, écoutez, si vous imaginez que c'est vous qui allez dire aux Hongrois et à moi, qui est le représentant élu du peuple hongrois, si vous pensez que si vous allez nous imposer vos façons de faire, vous vous trompez fortement, puis vos condamnations sont une insulte envers les Hongrois. C'est ce qu'il a dit en substance. Très beau discours, beaucoup de dignité. C'était vraiment, vraiment un bel exemple de coffre là, en termes de politique. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il était hier, Viktor Orban? Il était à Moscou. Ben oui, bien sûr. Il est allé en conférence conjointe avec Vladimir Poutine où ils annoncent qu'ils vont remettre de l'avant les liens entre les pays, qui vont les liens économiques, tisser des nouveaux partenariats dans des différents domaines. Entre autres, il abordait la construction d'un gazoduc. Ça constitue une menace pour l'OTAN puis une menace pour l'Union européenne. Non, mais ça dit que, c'est pour faire suite à ce que tu disais, que Orban joue la carte de « moi, je m'en fous de ce que dit l'Union européenne », mais il n'oublie pas de protéger ses arrières quand même. Hein? Il s'en va voir à côté. Mais ça, c'est quand même quelque chose de gros. Tu sais, c'est quoi l'histoire de la Hongrie? Je veux dire, avec... la Hongrie, c'est quand même un pays qui a été dominé par l'Union soviétique, où il y a quand même un ressentiment... Il y a eu une répression, tu sais. Oui, répression de 1956, ça a été assez raide. Oui. Et puis, c'est des pays... Moi, bon, j'ai voyagé un peu en Europe de l'Est, je suis allé en Pologne, en République tchèque. C'est des pays où il y a encore aujourd'hui un ressentiment envers les Russes. Donc, on parle de perte d'influence des États-Unis dans le monde, des États-Unis et du monde occidental aussi, parce que l'Union europééenne... C'est quelque chose qui a été beaucoup voulu par les Américains. Les Hongrois font comme, on va se rapprocher de la Russie, c'est parce que vraiment, vous perdez. Juste au Canada. Le Canada, à l'heure actuelle, là, l'image que les Canadiens ont des États-Unis a souffert énormément au cours des 2 dernières années. Mm-hmm. Hein? Ah oui. Écoute, c'est pas rien. Alors, c'est partout dans le monde, cette désaffection à l'endroit des États-Unis. Oui, puis... Et puis, on a parlé d'Orban, puis de l'Europe. La même désaffection est en train de jouer en Europe contre l'Union européenne. Oui, tout à fait, parce que puis il est arrivé quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Je voyais ça sur RT. Il y a un des politiciens les plus en vue... RT, là, tu parles du site Russia Today, hein? Oui. OK. Un des plus... Je vous signale en passant que ce site que vous pouvez trouver sur Google, là, il y a une version anglaise, mais il y a aussi une version française. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu d'ailleurs sur la version française, il y a un des politiciens les plus en vue au Parlement européen, qui est un ancien premier ministre belge, M. Verhofstadt. En tout cas, je prononce probablement très, très mal le nom. Guy Verhofstadt. Oui, et puis ce monsieur-là s'est payé une tribune à CNN où il appelle le gouvernement américain à des sanctions contre la Hongrie. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, quand on parle, quand on dit que l'Union européenne, que c'est lui qui a payé, là. Peu importe qui a payé, reste que on voit bien toute l'espèce tous les jeux de pouvoir qui sont là puis qui sont en train de s'effondrer complètement, parce que est-ce que ce gars-là est assez naïf pour penser que Donald Trump va vraiment débarquer en Hongrie en disant « Haha, vous... Non, mais c'est essentiellement pour
Vous allez, avec ce qu'il fait à sa propre frontière face à l'immigration illégale, est-ce qu'il va vraiment aller reprocher aux Hongrois de faire la même chose chez eux? C'est un vieux truc qu'utilisent parfois les politiciens, c'est d'aller se montrer ailleurs pour bénéficier de l'effet de tribune. OK? Et d'arriver à s'imposer sur leur propre marché d'une façon qu'ils n'arriveraient pas à le faire en restant sur leur propre marché. Le fait qu'ils puissent aller obtenir justement une caution aux États-Unis leur donne d'un seul coup un profil qui dépasse celui qu'ils auraient s'ils restaient chez eux. C'est un vieux truc, mais entre nous, là, pas mal éculé. Bref, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va terminer avec un dernier sujet qui est celui de la situation en Suède. Alors, on a vu il y a quelques semaines qu'il y a eu des élections en Suède qui se sont soldées par une perte importante pour le Parti socialiste historique, OK, qui s'est retrouvé dans une situation minoritaire. OK? Et donc, dans cette situation minoritaire-là, le Parti socialiste cherche à s'entendre avec un autre parti qui n'est pas l'extrême droite et avec qui, malgré tout, il n'arrive pas à... c'est que ce qu'on a vu avec les élections, finalement, c'est qu'il y avait deux principaux blocs. Celui autour des conservateurs, celui autour des socialistes, qui regroupait finalement divers partis, donc un bloc centre-gauche puis un bloc centre-droite, si on veut. Puis à côté de ça, les nationalistes, les démocrates suédois. C'est ça. Mais aucun des deux grands blocs a réussi à obtenir une majorité. Donc là, la situation, c'est soit ils trouvent le moyen de s'entendre entre eux pour tasser les démocrates suédois, soit les démocrates suédois ont la balance du pouvoir. Exactement. Et puis à l'heure actuelle, les démocrates suédois, c'est eux qui sont ceux qui sont opposés, c'est des nationalistes, c'est ceux qui sont opposés aux politiques d'immigration extrêmement libérales que la Suède... puis qui ont fait très mal à la Suède. Bon, les agressions sexuelles ont explosé, puis selon les chiffres de la police, c'est 80%. Il y a des zones de non-droit en Suède maintenant. Alors que la Suède était parmi les pays les plus policés. Mais policée au sens, non pas parce qu'il y avait une grosse présence policière, au sens qu'elle était bien ordonnée, bien fonctionnelle. Okay? Oui, et là, d'un seul coup, tout est en train de s'écrouler sous la pression migratoire. Alors, le nouveau parti en question est en train, finalement, en position d'exercer une influence déterminante sur la formation du prochain gouvernement. Oui, mais en même temps, moi, j'ai trouvé qu'en rapport à ce qui se passe là-bas, le score qu'ils ont obtenu est quand même relativement faible. On reste qu'on a 80% des Suédois qui, eux, pensent que finalement, les vieux partis, ça va pas si bien. Mais malgré tout, tu vois, la réalité politique fait que même s'ils ne représentent que 17% de l'électorat, ils ont aujourd'hui la balance du pouvoir. Et c'est eux qui sont en mesure de dénouer l'impasse entre les deux principales formations. C'est ça, la politique. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a quelques années, en fait, à la dernière élection, à l'élection d'avant en Suède, il y avait eu une entente entre les partis pour essayer de tasser ce parti-là, qui à l'époque commençait à émerger un petit peu, tasser les nationalistes puis les tenir finalement à l'écart un peu du Parlement. Peut-être qu'on va voir la même chose arriver là. Ouais. Alors voilà. Eh bien, écoute, Félix... belle prestation pour une première. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça met fin à notre émission de Point de bascule du 19 septembre 2018. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, vivant, dynamique. Et on vous revient la semaine